S'aimer encore, mode d'emploi. Le tantrisme au quotidien. Un livre de Selima Essel est lu par Jean-Christophe Frézeil. Le tantrisme est la 5e voie. D'un point de vue à la fois théorique et pratique, notre enseignement, la psychoanthropologie, est caractérisé par quelques principes essentiels qu'il s'agit de comprendre aux deux sens du terme. C'est-à-dire, d'une part, en avoir une connaissance et une compréhension intellectuelle, et d'autre part, au sens étymologique du mot comprendre, les prendre en soi, avec soi, les intégrer à son être et à la relation à soi-même, aux autres et au monde. 4 principes essentiels. Le principe de non-dualité, c'est-à-dire la perception de l'identité absolue de la matière et de l'esprit. La matière n'est que de l'esprit densifié. 2e principe, rien ne peut jamais être exclu. 3e principe, on ne peut réaliser sa véritable nature que si l'on intègre les contraires ou les oppositions. 4e principe, on ne peut s'éveiller spirituellement que si l'on décide constamment d'être dans le flux de la vie, du présent. Il est essentiel de comprendre qu'on ne peut rien rejeter, rien exclure. Ceci signifie, entre autres, qu'on ne peut arriver à réaliser sa véritable nature, ou à se libérer de la souffrance, ou à s'éveiller à l'esprit, que si l'on arrive à intégrer ce qui semble être l'opposé ou le contraire de soi, ou ce qui parfois apparaît comme le complémentaire de soi. Auditrice. J'ai une sœur jumelle et j'ai l'impression qu'on est vraiment contraire, ce qui m'agace et m'irrite souvent. Est-ce cette intégration que j'ai à comprendre ? Faut-il que j'essaie d'intégrer cette différence entre elle et moi, qui me heurte à chaque fois et qui m'est inconfortable ? Réponse, oui. On ne peut rien rejeter, on ne peut rien exclure. C'est un premier principe. Ensuite, en effet, ce qui est ou semble opposé, ou contraire, ou complémentaire doit être intégré. Et maintenant, c'est à vous de voir si la question que vous posez correspond plutôt au 2e principe, c'est-à-dire qu'on ne peut rien exclure, ou plutôt au 3e principe, c'est-à-dire à l'intégration du contraire ou de l'opposé ou du complémentaire. Auditrice, les deux. Mais je sais que ce n'est pas un hasard que nous soyons jumelles. J'ai toujours cherché à savoir pourquoi nous étions jumelles et ce qu'il faut en comprendre. Je n'avais pas de réponse, mais ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui résonne en moi. Réponse. Oui, c'est certainement un aspect important. En même temps, n'oubliez pas que la compréhension que vous recherchez ne peut partir que du respect absolu de ce contraire. On ne peut intégrer quelque chose que lorsqu'on le respecte absolument. Auditrice. Est-ce un point de départ pour trouver la suite ? Réponse, oui. D'abord, respecter, c'est-à-dire aimer. Le principe est que je dois apprendre à aimer absolument ce qui est contraire à moi, aimer absolument ce qui est opposé à moi. Aimer absolument ce qui est complémentaire à moi est plus facile. D'abord, respecter et aimer. Et après, on peut commencer à parler d'intégrer ou de comprendre, mais il faut d'abord commencer par aimer. Un centre dominant. Auditeur. Je suis psychiatre et j'ai une question par rapport à la maladie mentale et aux différents types de psychose. Certaines affectent surtout la capacité de penser clairement, d'autres plutôt la sphère de la motivation, donc tout ce qui est lié à l'action, agir concrètement dans le monde. Une autre est l'incapacité de se représenter l'autre comme étant une personne et d'être dans une forme de résonance ou d'empathie. Réponse. Vous voulez un cours de psychiatrie ? Si vous voulez bien, je vais de préférence vous donner un cours de psychoanthropologie et après vous essaierez d'en faire quelque chose en psychiatrie. Une façon de décrire l'être humain est de dire qu'il possède 5 centres. Un centre intellectuel, un centre émotionnel et un centre physique qui est lui-même divisé en 3 centres. Un centre du mouvement, un centre sexuel et un centre des instincts. Chacun d'entre nous aborde les autres et le monde avec comme dominante l'un de ces centres. Ensuite, chacun a un centre secondaire et un centre tertiaire. Mais nous abordons toujours les autres et le monde à partir du centre qui, chez nous, est dominant. Selon certaines situations,
Un centre peut parfois soudain devenir dominant, pour des raisons parfois bonnes et parfois moins bonnes. Mais de toute façon, nous avons une vision des autres, du monde et de nous-mêmes qui est toujours basée sur un centre dominant. C'est un premier aspect. Le centre dominant est toujours et sans exception rééquilibré par l'ensemble des autres centres. On peut en d'autres termes considérer que l'énergie qui est active dans le centre dominant trouve son équilibre dans la même quantité d'énergie de tous les autres centres réunis. D'un point de vue énergétique, la maladie mentale ainsi que certains désordres ou troubles psychologiques sont liés au fait que cet équilibre-là ne se fait pas, c'est-à-dire qu'un autre centre essaie de prendre le dessus et canalise trop d'énergie. Telle est d'un point de vue énergétique et par rapport au centre, la définition des troubles psychologiques et de la maladie mentale. À cela se rajoute un autre phénomène qui correspond à l'un de nos principes, le principe de la complémentarité ou de la nécessaire opposition pour l'intégrer. Tout être humain, pour pouvoir devenir un être complet, est obligé d'entrer en relation avec les autres ou avec un ou une autre qui représente sa complémentarité. Ceci n'est possible que lorsque les centres fonctionnent de la manière dont je viens de l'expliquer, à savoir un centre dominant et tous les autres centres équilibrant ce centre dominant au niveau énergétique. Ce qui signifie que lorsque les troubles du fonctionnement des centres sont trop importants, lorsqu'il y a un trop grand déséquilibre du point de vue énergétique, on ne peut pas trouver dans sa relation aux autres une forme de complémentarité, à moins de tomber sur quelqu'un qui a la folie ou le trouble mental exactement opposé au sien, mais ceci n'existe pas. Auditeur. Je ne comprends pas bien comment on peut intégrer les contraires si on se choisit. Quand on se choisit, on ne cherche pas vraiment quelqu'un qui soit le contraire de soi. Ce que j'ai compris en tout cas, c'est que je dois apprendre à accepter tout le monde, même si ce n'est pas facile au début. Je crois comprendre aussi que si je choisissais les personnes que je rencontre dans mes différentes activités, peut-être que je n'aurais pas à faire ce travail d'acceptation et d'intégration. Réponse. Si vous choisissiez, comme vous dites, vous seriez dans une situation certainement pire. La plupart du temps, lorsqu'on laisse les gens faire uniquement ce qu'ils choisissent, rien ne fonctionne vraiment très bien dans leur vie. Heureusement pour eux, des événements, des situations, des personnes arrivent dans leur vie et viennent, apparemment, perturber ce qu'ils veulent. Certains arrivent à être très heureux alors. Auditeur, ce travail d'intégrer le contraire de soi, vous avez dit aussi le complémentaire, ce n'est pas dans une seule personne, ou si? Réponse, si, aussi, évidemment. Le tantrisme véritable. Il est très intéressant de trouver son complémentaire dans une personne et une seule. Mais généralement, ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent dans la vie. Prenez l'exemple des couples. Nos deux amis ici présents, Roger et Maude, sont allés faire un stage de tantrisme le week-end dernier. La plupart des gens ont une mauvaise connaissance de ces pratiques tantriques et le temps est probablement venu pour moi de rétablir la vérité parce que vous êtes la deuxième ou troisième personne à me questionner sur le sujet en l'espace de quelques jours. Le Kali Yuga, les sutras. Peu d'occidentaux savent ce qu'est le tantrisme. Dans l'Inde ancienne, le tantrisme est d'abord un enseignement spirituel qui est arrivé jusqu'à nous à travers ce qu'on appelle des sutras, qui sont des livres sacrés. Mais le véritable enseignement n'est transmis que de façon vivante, de maître à élève, et ce qui est transmis dans les livres est relativement secondaire. Les enseignements écrits correspondent à ce qui est transmis de maître à élève, mais seule la transmission vivante peut avoir une action de transformation au niveau de l'être. Les tantras. Plus tard, les sutras ont été donnés à travers ce qu'on appelle les tantras. Ce sont aussi des écrits et ils correspondent à une époque bien particulière, l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui signifiant depuis quelques siècles et pour de nombreux siècles encore. C'est une époque appelée le Kali Yuga, l'âge des ténèbres, dans lequel nous sommes entrés depuis un certain temps et dans lequel les êtres humains, s'ils ne reçoivent pas l'enseignement des tantras, ne pourront que dégénérer. C'est en tout cas ce qu'enseigne la philosophie des grands rishis de l'Inde, et elle est juste. Les tantras enseignent tous les principes dont je vous ai parlé. Ils enseignent la non-dualité, ils enseignent que tout est parfait comme c'est, qu'il ne faut rien rejeter, qu'il faut tout accepter en étant dans le flux de la vie.
Les tantras constituent une sorte d'ouverture par rapport à ce qu'enseignaient les sutras ou toutes les formes de yoga, dont le but était de faire du pratiquant une espèce d'ascète qui asservit son corps, ses émotions, ses pensées, pour atteindre quelque chose qui serait l'esprit. C'est ce qu'enseignent les yogas et les sutras. Les tantras, quant à eux, enseignent que tout est esprit et que tout ce qui est matériel, toute la matière donc, est de l'esprit densifié. Ceci signifie qu'en entrant en contact de façon juste, dans le présent, sans peur et sans désir, avec la réalité telle qu'elle est, avec la matière telle qu'elle est, on entre en contact avec l'esprit. Il en est de même pour tout ce qui est matériel. Lorsqu'on entre en contact de façon juste avec le monde matériel, on peut entrer en contact avec l'esprit, et même l'esprit. Tous les touristes tantriques, ainsi que tous ceux qui ne comprennent pas la réalité de ce qu'enseignent les tantras, ont compris une chose, que la sexualité est aussi un chemin vers l'esprit. Il est vrai que par la sexualité, on peut atteindre l'esprit, puisque tout est esprit, donc la sexualité est de l'esprit aussi. Mais eux, à partir de quoi abordent-ils la sexualité ? À partir de leurs frustrations, de leurs insatisfactions, de leurs obsessions. À l'évidence, on ne peut pas atteindre une dimension spirituelle à partir de ses obsessions et de ses frustrations. Par contre, quand on se glisse dans le flux du présent, on peut entrer en contact avec l'esprit, que ce soit la pomme que l'on croque ou la pratique sexuelle que l'on choisit. On peut même entrer en contact avec l'esprit par l'intermédiaire de tout ce qui est négatif, par exemple les émotions négatives. Si vous les abordez avec rejet, avec jugement ou avec peur, ou si vous restez dans les désirs et les exigences qu'elles vous dictent, vous restez prisonnier de vos émotions négatives. Par contre, si vous les acceptez comme elles sont, et que vous les observez simplement dans le présent, sans vous laisser happer par ce qu'elles veulent de vous, elles sont une porte qui ouvre sur l'esprit. Aujourd'hui, n'importe qui peut aller faire des stages ou des week-ends de tantrisme. C'est évidemment du tantrisme pour des touristes obsédés ou tout au moins frustrés sexuellement. Et je sais que beaucoup de ceux qui m'écoutent aujourd'hui ont fait ce genre de stage. Mais c'est quand même la vérité. Vous faites des stages de tantrisme parce que vous êtes frustrés sexuellement. Certains d'entre vous, ensuite, à cause de leur frustration, deviennent des obsédés sexuels. C'est souvent davantage le cas pour les hommes que pour les femmes, mais le tantrisme touristique s'inscrit bien dans cette direction-là. La véritable transmission tantrique se fait d'un maître à un élève engagé sur un chemin spirituel. Donc, vous ne pouvez pas, en étant sérieux, aller faire un week-end de tantra ou de tantrisme. Si vous êtes un véritable élève en chemin, on vous donnera peut-être à un moment des explications sur qu'est le véritable tantrisme, et il n'est jamais que sexuel. Il est l'entrée en relation avec tout ce qui semble s'opposer au spirituel, mais qui ne s'y oppose qu'en apparence. Quelqu'un qui a peur ou qui a des désirs tout simplement se perdra dans les apparences. Celui qui repose tranquillement en lui-même et qui entre dans le flux de ce qui est en train d'exister, dans le flux de ce qui est, peu importe avec quoi il est en contact, s'il est en contact avec quelque chose de beau, il passera à travers ce beau pour toucher à l'esprit du beau. S'il est en contact avec quelque chose de laid ou d'apparemment négatif, il entrera en contact avec la réalité de ce négatif et de ce laid, et parce qu'il est dans l'acceptation du flux de ce qui est en train de se passer là, devant lui, il verra le laid, le négatif se transformer. Il entrera en contact avec l'esprit caché derrière ce qui est négatif ou laid. Derrière la peur, derrière le désir, derrière l'exigence, il y a chaque fois l'esprit de quelque chose de bien, de beau et de bon. Je vous parlais de frustration sexuelle, mais savez-vous d'où elle vient ? Vous êtes frustré sexuellement parce que vous attendez quelque chose de la sexualité. Lorsque vous ne voulez rien, vous entrez en contact avec le mouvement de la sexualité, vous regardez ce qui se passe et vous vivez ce qui se présente. Voilà ce qu'est le tantrisme, donc ne vous laissez pas abuser par toutes ces dénominations et propositions tantriques qui ont cours aujourd'hui. Elles n'ont rien à voir avec la réalité du tantrisme, qui ne s'adresse qu'à de véritables élèves en chemin auprès de véritables maîtres vivants. Si ces conditions de transmission ne sont pas réunies, les enseignements tantriques ne peuvent pas fonctionner. Cependant, si vous faites partie de ceux qui sont frustrés ou obsédés sexuellement, mais c'est la même chose, vous pouvez participer à toutes sortes de stages de ce type. Vous y apprendrez certainement quelque chose. Il n'est pas sûr que vous en sortirez grandement comblé, mais évidemment, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Auditeur,
J'ai cru comprendre que lorsque dans une vie nous avons été fortement en prise avec des influences lucifériennes ou sataniques, dans la vie suivante nous sommes marqués de cette empreinte. Réponse. Il m'est souvent arrivé de parler à des gens religieux. On leur pose parfois la question, et je la leur ai posée plus d'une fois. Qui a tout créé? Les gens religieux répondent Dieu. Bien, heureusement je ne leur pose pas la question qu'est-ce que c'est Dieu? Qui c'est Dieu? Mais bon, qui a créé le péché? Qui a créé le mal? En général, les gens répondent le diable, Satan, Lucifer. Mais qui a créé le diable? Celui qui a tout créé, c'est-à-dire Dieu. Non. Alors, comme vous le savez, tout ce que leur Dieu a créé est bon. Donc, vous continuez à me suivre? Le point de vue de la psychoanthropologie, c'est qu'en effet, tout ce que Dieu a créé est bon. Nous sommes complètement d'accord avec les gens religieux. Eux ne sont pas d'accord avec eux-mêmes, mais c'est une autre histoire. Tous ces gens religieux qui vous parlent de Dieu et du diable, du bien et du mal, ne peuvent pas se sortir de leur histoire parce qu'elles n'ont pas de sens. Mais vous, si vous rencontrez Dieu, au cas où il existe, comment réagirez-vous? Vous serez tout simplement ébloui. Vous avez certainement entendu parler de ce type qui est monté au sommet d'une montagne et qui a vu Dieu. Il a été ébloui. Ce sera probablement pareil pour vous. Et si vous rencontrez le diable, comment réagirez-vous? Comme il est une créature de ce Dieu, que ferez-vous? Voici notre proposition. Vous montez sur son dos, et il vous emmène au paradis de Dieu. Par contre, si vous faites ce que disent tous les gens religieux et tous les moralistes, quand vous rencontrez le diable, que faites-vous? Soit vous vous enfuyez, soit vous essayez de le convertir. Dans les deux cas, vous êtes fichu. Notre position à l'égard de Lucifer, de Satan ou d'un mal quelconque est toujours la même. Nous sommes dans l'acceptation de ce qui est, et une fois qu'on a accepté, on voit ce qu'on en fait. Gurdjieff disait que dans la 4e voie, il faut être plus rusé que le diable. C'est aussi ce que nous enseignons, et en même temps nous avons une définition du mal, et vous la connaissez. Nous disons que le mal est un bien qui n'est pas tout à fait à sa place. C'est tout. Donc quelle sera notre attitude face au mal? Nous essaierons simplement de lui trouver sa juste place. De même pour tout le mal qui est en nous, nous savons que c'est aussi un bien, mais qui n'est pas tout à fait à sa juste place. Comme il y a en nous beaucoup d'espace, nous pouvons essayer de donner une juste place à ce que nous considérons comme mal. Et nous le mettons à un endroit qui est bien. Tout notre travail consiste à trouver à tout et tous la juste place. Auditeur, j'aimerais connaître ma priorité ou mon ordre de priorité pour pouvoir faire le pas suivant parce que j'ai parfois l'impression de me perdre et de ne pas travailler nécessairement aux bons endroits. Réponse, vous vivez seul? Auditeur, non, je vis avec ma femme. Réponse, vous vivez avec cette femme qui est là, assise à côté de vous. Réponse, oui, je vis avec elle. Réponse, elle est votre pas suivant. Nous connaissons un peu vos obsessions sexuelles puisque vous nous en parlez assez régulièrement et librement, donc je vais vous donner la ligne tantrique. La ligne tantrique est non violente et passe nécessairement par l'acceptation complète de ce qui est comme c'est. Ceci signifie l'acceptation de vous comme vous êtes, dans tous vos centres, tels que vous êtes. Et ceci signifie aussi l'acceptation de votre femme telle qu'elle est. Vous devez dire oui à tout, à ce qui se passe dans vos pensées, dans vos émotions, dans votre centre du mouvement, dans votre centre sexuel, dans votre centre des instincts, et accepter exactement la même chose chez votre femme. Voilà votre pas suivant, dire oui à tout. Lorsque vous dites oui, il faut aussi que vous regardiez ce qui se passe en vous et autour de vous. L'important, c'est toujours de dire oui et d'observer ce qui se passe. Vous connaissez maintenant le pas suivant. L'âme sœur et le couple. Auditeur, vous avez commencé à parler des complémentarités en donnant l'exemple du couple. Puis nous sommes partis vers le tantrisme et du coup il me semble que vous n'avez pas poursuivi votre idée. Réponse. Oui, nous y revenons. On ne peut arriver à l'éveil, à la libération, à la réalisation que si l'on rencontre ce qu'on appelle habituellement son âme sœur. Mais là encore, l'âme sœur n'est pas du tout ce qu'on croit habituellement.
Que dit le chemin spirituel à propos de l'âme sœur? En principe, il est proposé à un homme ou une femme sur le chemin, pour s'éveiller spirituellement, d'arriver à aligner et à équilibrer tous ses centres. Le centre intellectuel, le centre émotionnel et un des 3 centres qui forment le centre physique. Donc, soit le centre du mouvement, soit le centre des instincts, soit le centre sexuel. L'un des 3 et pas nécessairement les 3. Celui qui a aligné ces 3 centres a de fortes chances de s'éveiller. Mais il y a encore une condition. Avez-vous rencontré votre âme sœur? Êtes-vous en harmonie avec elle? En fait, il s'agit de votre complément. Donc, avez-vous rencontré une personne ou plusieurs personnes qui vous ont permis d'équilibrer ce qui manquait en vous? Vous en tant que femme, par exemple, et lui en tant qu'homme. Au cours de votre vie, avez-vous réussi à faire cela avec quelqu'un? Si vous n'avez pas réussi à le faire, vous ne vous éveillerez pas. Tel est le secret du tantrisme dans sa dimension sexuelle, mais aussi dans sa dimension spirituelle, puisque lié à la possibilité de l'éveil, de la libération, de la réalisation. Maintenant, comment faire? Pour le saisir, il faut d'abord comprendre comment les gens entrent en relation les uns avec les autres. Je vous disais que chacun entre en relation avec les autres et le monde selon son centre dominant. Nous sommes maintenant en train de parler plus particulièrement des couples. Comment les gens deviennent-ils un couple? Auditeur, il y a une attirance physique, émotionnelle et ou intellectuelle peut-être. Réponse. La réponse est très complexe. Vous avez compris la nécessité que vos centres soient bien alignés, qu'ils soient équilibrés. Il faut en plus que vous ayez rencontré, puis que vous soyez entré en relation avec une personne du sexe opposé et que vous soyez avec elle en résonance pour compléter ce qui vous manque et équilibrer vos centres. Il faut au moins que vous ayez connu ce type de relation et qu'elle continue à résonner comme un écho du passé. Et c'est évidemment une relation qui ne peut pas se forcer. Entrer en résonance, entrer dans une forme de complémentarité, ne peut pas se forcer. Cela ne peut que se faire soit dans un mouvement spontané, soit dans un mouvement au minimum libre. Or, dans une vie de couple, qu'avez-vous de libre? Qui est libre dans son couple? Ou plutôt, commençons par le plus facile. Vous avez parlé d'attirance, mais on peut aussi parler d'amour. Où se situe l'amour? Nous allons rester très près de la réalité. Selon vous, comment peut-on être en résonance avec une autre personne? Quand on parle par exemple d'un couple, la première chose qui vient normalement, c'est la sexualité, la résonance sexuelle. Mais pour qu'il y ait cette résonance, il faut aussi qu'il y ait d'abord le respect et l'acceptation chaleureuse, donc l'acceptation de l'autre tel qu'il est. En fait, nous allons simplifier. Il faut qu'il y ait l'amour et il faut qu'il y ait la liberté. En même temps, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de violence. À votre avis, pourquoi la plupart des couples finissent-ils par se séparer, par ne plus être en résonance? Parce que les partenaires ne se sentent plus libres et parce qu'ils finissent par ne plus s'aimer. Il y a encore un lien, mais il n'y a plus de liberté et il n'y a plus d'amour. Mais s'il y a encore un lien, pourquoi ne fonctionnent-ils plus en tant que couple? Parce qu'ils ont vécu leur sexualité dans la violence. Voilà la base véritable de la séparation dans la majorité des couples. Au lieu de vivre leur sexualité dans la non-violence, ils la vivent de façon violente. La plupart des hommes ne peuvent pas la vivre autrement parce qu'ils ont été éduqués de cette façon. Quand il n'y a pas assez d'amour et de liberté, la violence prend la place. Pour ces personnes-là, et c'est la situation de la majorité des couples, il sera impossible d'arriver à une forme de réalisation spirituelle. Sauf si, et ce n'est pas un conseil d'action que je vais vous donner maintenant, sauf si dans le passé ou maintenant, les personnes ont eu une autre relation de nature sexuelle où les choses se passent ou se passaient dans la non-violence, dans l'acceptation, dans l'amour et dans la liberté. Mais soyons réalistes. Quand on n'a pas réussi à vivre ainsi avec quelqu'un avec qui on partage beaucoup d'aspects de sa vie, il sera très difficile de le vivre avec quelqu'un d'autre. C'est bien la raison pour laquelle ce n'est pas la peine de commencer à aller chercher un autre partenaire à droite ou à gauche. C'est d'un changement intérieur que je parle. C'est une transformation de soi qu'il faut d'abord produire. Je pourrais continuer à raconter la suite, mais ce n'est pas une bonne idée. Je préfère d'abord répondre à d'éventuelles questions et nous pourrons ensuite poursuivre notre réflexion ensemble. Auditeur, j'ai une question en lien avec l'intégration de la complémentarité et de la non-violence. J'ai eu une première relation avec un homme très violent.
Depuis pas très longtemps, j'ai l'impression que j'ai intégré cette expérience et elle m'a vraiment permis de transformer quelque chose. Je n'arrive pas bien à concilier cette idée d'intégrer un opposé, qui peut être par exemple la violence, et en même temps l'impossibilité de réaliser quelque chose à partir d'une relation qui est violente, dans la contrainte, où l'un cherche à imposer quelque chose à l'autre. Cette complémentarité qu'on doit trouver, est-ce que ça peut être parfois d'intégrer ce qui se montre comme quelque chose de violent dans un premier temps ? Réponse. La violence fait partie de la vie, il faut donc l'intégrer. Mais lorsqu'elle est appliquée par exemple à l'un de vos centres, elle vous empêche de l'intégrer à ce niveau-là. Auditeur. Cette complémentarité ou la possibilité de l'éveil passe-t-elle nécessairement par une harmonie sur le plan de la sexualité ? Réponse. Non. Sur le plan d'un des 3 centres physiques. Je vous l'ai dit. Vous avez 3 centres et dans le centre physique, il y a 3 petits centres. Si au niveau physique, on arrive à un équilibre personnel dans un des centres physiques et à une complémentarité de ce même centre avec une autre personne, c'est suffisant. Il n'est pas nécessaire que ce soit le centre sexuel, ce peut être le centre du mouvement ou le centre des instincts. Équilibre et complémentarité. Que peut être l'équilibre et la complémentarité dans les centres des instincts par exemple ? Auditeur, manger ? Réponse, manger. Donc vous vous trouvez une bonne cuisinière et l'affaire est faite. Non. Quel est l'aspect le plus important dans le centre des instincts en relation avec la sexualité ? Auditeur, la survie, la respiration ? Réponse, non. L'aspect le plus important de l'équilibre dans le centre des instincts est un équilibre des sens. Ceci veut dire le développement d'une sensualité dans laquelle il y a de l'amour, de la liberté, qui donne la faculté de résonance. C'est aimer entendre, c'est aimer voir, c'est aimer goûter, c'est aimer sentir, c'est aimer toucher. Tout ceci dans la liberté. Si donc vous rencontrez quelqu'un du sexe opposé avec lequel vous avez un équilibre sensuel et pas nécessairement sexuel, votre rencontre est faite. Cette résonance peut aussi se faire dans le centre du mouvement. Que veut dire l'équilibre et la complémentarité dans le centre du mouvement ? Que se passe-t-il dans le centre du mouvement ? Le centre du mouvement est le centre qui pose la volonté, le centre qui incarne la volonté dans l'action. Raisonner dans ce centre, c'est donc peut-être faire des mouvements ensemble, et c'est la raison pour laquelle la pratique des mouvements est tellement importante. L'euphonie gestuelle, par exemple. Mais c'est aussi être dans l'action avec quelqu'un, être créatif avec quelqu'un, toujours avec amour et dans la liberté pour que les 2 centres des 2 personnes puissent entrer en résonance. Pour la sexualité, c'est pareil. Il faut arriver à faire entrer en résonance le centre sexuel si l'équilibre et la complémentarité passent par ce centre. Dans les couples, c'est possible, mais la condition est sans la violence. Il faut que le centre émotionnel soit aussi en résonance, donc il faut qu'il soit aussi dans un mouvement qui est l'acceptation chaleureuse, qui est l'amour. Et en même temps, il faut que ce soit libre. Pas de chantage affectif, par exemple. Pas non plus l'amour de l'enfant vis-à-vis de sa mère. 2 adultes en amour, mais en amour avec la liberté, sinon la résonance n'est pas possible. Mais ce peut aussi être le partage de la vie émotionnelle. C'est aimer ensemble des choses extérieures. Par exemple, aimer ensemble l'art ou la nature. C'est aimer ensemble, donc c'est être en amour et librement dans la même résonance. La résonance et la complémentarité peuvent aussi être plus intellectuelles. C'est rencontrer quelqu'un avec qui on peut non seulement partager ce qu'on pense, mais avec qui à un moment, soudain, on sait qu'on aime le même type de pensée, qu'on raisonne au même type de pensée, sans que l'un veuille avoir raison par exemple. On raisonne dans la même liberté et dans le même amour du même type de pensée. Dans la vie, il peut arriver que l'on rencontre une personne avec qui tout ceci est possible. Je ne l'ai jamais vue, mais cette personne peut exister. Par contre, on peut plus facilement rencontrer plusieurs personnes avec qui chaque fois, une partie de soi et de l'autre est librement en amour et en résonance. Mais dans les couples, le processus ne peut pas se passer de cette façon. Pourquoi ? Il y a beaucoup de raisons. Si vous regardez la réalité, vous constatez que beaucoup de gens se rencontrent par, vous avez dit, attrait physique. C'est donc une histoire sexuelle.
Mais par exemple, ils ne pensent pas du tout de la même façon et ils ne vont jamais se rencontrer au niveau de la pensée. Beaucoup n'aiment pas les mêmes choses ou, s'ils aiment les mêmes choses, ils ne les aiment pas de la même façon. Ils n'aiment pas l'art de la même façon ou la nature de la même façon. Ils ne vont jamais raisonner ensemble au niveau émotionnel. Ils ne seront pas créatifs ensemble. Ils n'incarneront pas ensemble une volonté d'action dans la vie. Ou bien, ils partagent par exemple la sexualité, mais ils n'ont pas de sensualité. J'espère que vous arrivez à faire la différence entre sensualité et sexualité. C'est pourquoi la complémentarité est vraiment très difficile, voire quasi impossible pour les couples. Sauf si. Remarquez que c'est non seulement difficile, mais quasi impossible pour les couples, sauf s'ils sont réellement tous les deux engagés sur un chemin spirituel, parce que là, ils commencent à comprendre et à partager les mêmes grandes idées. Ils commencent à avoir la même attitude d'acceptation chaleureuse. Ils commencent à œuvrer et à incarner avec la même volonté une même action, un même service pour les autres ou pour l'humanité. Ou bien, de façon plus intime, ils partagent soit une sexualité non violente, nous définirons cet aspect plus loin, soit une sensualité non violente, mais la sensualité ne peut être que non violente. Voilà la possibilité pour un couple. On est obligé de partager quelque chose et d'entrer en résonance ensemble à quelque chose de plus grand, et le chemin spirituel le permet. La vie ordinaire ne le permet pas, si ce n'est avec plusieurs personnes. Mais même sur le chemin, je ne connais pas beaucoup de couples où la relation peut se passer de cette façon. Imaginons deux partenaires. Entre eux, c'est parfait sexuellement. Ils ont un réel équilibre sexuel. Mais elle aime marcher dans la nature, lui aime aller au cinéma. Ils n'arriveront jamais à entrer en résonance. S'ils ne partagent pas les mêmes émotions, ils n'entrent pas en résonance avec le même amour et aussi librement. Elle va au cinéma avec lui pour lui faire plaisir. C'est-à-dire qu'elle sacrifie quelque chose, et on en veut toujours à celui à qui l'on a sacrifié quelque chose, parce que c'est une partie de soi qu'on n'arrive plus à réaliser. Lui va se promener avec elle dans la forêt, de temps en temps, mais il n'y va pas librement. Lui, ce qu'il a en tête, c'est que s'il va dans la forêt, c'est pour chasser ou pour ramasser des châtaignes ou des champignons. Tandis qu'elle, elle veut goûter la nature. Elle est en résonance avec les arbres, les feuilles, les branches, les oiseaux et les animaux. Lui, non. Pour lui, les animaux, c'est civet de lapin, donc entre eux, la résonance ne se fait pas. En même temps, elle s'intéresse à la poésie et lui s'intéresse à la philosophie. Là non plus, ils n'entreront pas en résonance. Mais comme c'est un couple évolué et qu'ils ont compris la nécessaire complémentarité, sachant qu'ils n'y arriveront pas sans y travailler, le mari dit à sa femme « Je sais que tu aimes la poésie, tu sais ton copain le poète, va, passe des soirées avec lui. » Mais comme il est obsédé sexuellement, il se dit qu'elle ne fera pas qu'entrer en résonance poétique avec son ami poète. Pire, même si ce dernier est homosexuel, ce mari va malgré tout ne pas aimer du tout qu'elle entre en résonance intellectuelle avec un autre que lui. Et inversement. Par exemple, il dit à sa femme « Moi j'ai une copine qui est prof de philo. » Sa femme ne va pas aimer. Je ne parle même pas qu'il aille chez cet ami, qu'il l'invite à dîner pour parler philosophie au restaurant. Or, c'est vraiment ce qu'il fait, ce que sa femme en croit pas. Et c'est bien. Pendant ce temps, il oublie ses obsessions sexuelles parce qu'il entre en résonance avec son centre intellectuel qui a besoin de cette complémentarité aussi. Il n'a pas besoin de poésie, il a besoin d'idées qu'on peut partager à deux, donc il entre en résonance intellectuelle et l'histoire ne se finit pas dans un lit. Mais l'épouse aura du mal à accepter. Elle sera jalouse et se dira « Mais pourquoi il ne parle pas avec moi? Je suis complètement idiote ou quoi ?» C'est la même histoire au niveau émotionnel. Ils vivent globalement bien ensemble, ils s'entendent bien sexuellement, mais ce n'est pas ou plus vraiment le grand amour. Par contre, elle se souvient de son premier amour, l'inoubliable. Elle l'a vu une fois lorsqu'il est monté dans un train et que le train l'a emmené au loin. Mais depuis, son image l'habite, et c'est très bien comme cela. Ou c'est peut-être un acteur de cinéma, peu importe. Elle est en résonance soit avec quelqu'un du passé, soit même avec quelqu'un du présent, mais avec qui elle sait qu'aucune aventure n'est possible, que rien n'est possible. Donc elle est en résonance strictement émotionnelle, mais si elle raconte cela à son mari, il devient fou de jalousie. Le monsieur qui l'habite, elle, avec lequel elle est en résonance d'amour, mais qui ne l'empêche pas de vivre sa vie normale de femme par ailleurs, ce monsieur va le hanter, lui, à cause de sa jalousie. Alors que ce serait tellement mieux pour lui, comme pour elle, s'il était capable de voir la réalité. Oui, je sais comment elle m'aime. Je connais notre relation et je sais aussi qu'elle est habitée par un ancien amour.
mais ce n'est pas grave, c'est la vie. Mais la plupart des êtres humains ne sont pas capables de se positionner de cette façon. La complémentarité n'est réellement possible que si l'on est dans un lien et dans un partage qui n'est pas de nature ordinaire, mais de nature supérieure. C'est-à-dire un lien éclairé par le chemin spirituel, par l'enseignement spirituel et sa mise en pratique. Alors, on peut d'abord trouver un équilibre de ses propres centres et ensuite entrer en résonance avec la personne avec qui l'on vit. C'est possible, c'est très difficile, mais c'est possible. Pour les célibataires. Maintenant, pour tous les célibataires, il y a l'homme qui sauve tout. C'est le maître. Pourquoi ? Parce qu'on peut entrer en résonance avec lui au niveau intellectuel, on peut l'aimer suffisamment ou aimer les mêmes choses que lui suffisamment. On n'est pas obligé de sauter dans son lit, on n'est pas obligé de partager sa sensualité, mais on peut peut-être être créatif avec lui. On peut œuvrer aux mêmes choses. Donc même pour les célibataires, les hommes comme les femmes, il est possible de trouver cette résonance. On peut évidemment parfois aussi la trouver chez une autre personne qui est sur le chemin spirituel et qui n'est pas nécessairement la compagne ou le compagnon. Voilà comment fonctionne la complémentarité avec tous les obstacles dont nous avons parlé. Ce que je viens de vous décrire est le véritable tantrisme. Le véritable tantrisme, c'est comment harmoniser ses propres centres en résonance avec les centres d'une personne complémentaire. Il est très peu sexuel, il peut être aussi sexuel, mais pas nécessairement. Par contre, il est bien évidemment en lien avec votre centre dominant ou bien avec votre type de l'énéagramme ou votre type astrologique. Pour vous, nécessairement, la complémentarité passe davantage par un centre ou par un autre. Auditeur, je n'ai toujours pas bien compris ce qu'est cette complémentarité. Réponse. Celle dont j'ai parlé, c'est la complémentarité sexuée, c'est homme-femme, c'est yin-yang. Auditeur. Le mouvement naturel de la vie nous fait rechercher un partenaire qui corresponde à certains critères, mais qui du coup n'est pas vraiment notre opposé. Réponse. Il n'est pas notre complémentaire. Il est un fragment de complémentaire. Pour les personnes homosexuelles, c'est la même chose, même si un autre courant agit là, qui est un courant d'intrication avec un ancêtre. Auditeur. Est-ce avec les personnes d'un autre sexe qui nous énervent fortement ? Ou pour qu'il y ait plutôt une répulsion forte, qu'il y ait un travail d'intégration et de complémentarité à rechercher ? Je ne parle pas au niveau sexuel, mais réponse, non. Essayez d'abord de faire là où c'est simple. Vous êtes contrephobique, donc vous allez immédiatement chercher la complication. Cherchez d'abord là où il y a une résonance presque évidente. Vous avez peut-être déjà rencontré ou vous connaissez actuellement, ou bien vous allez peut-être rencontrer des personnes, pour vous des femmes, donc puisque vous êtes un homme, avec qui la résonance intellectuelle est évidente. Une autre femme avec qui une résonance émotionnelle est évidente, et une autre encore avec qui l'action peut être évidente, la créativité peut être évidente. Ceci se produit souvent dans le domaine professionnel. Avec votre épouse, je ne sais pas si c'est évident. Avec elle, c'est peut-être évidemment sexuellement ou sensuellement. Mais il faut d'abord entreprendre ce qui est le plus simple. Auditeur. Je crois me rappeler une conférence que vous aviez faite il y a des années sur l'âme sœur. Peut-être que mes souvenirs sont faux, mais dans mon souvenir, vous disiez que l'âme sœur n'était souvent pas du tout celle vers laquelle on était spontanément attiré. Réponse. Oui, j'ai utilisé le mot âme sœur, mais il n'est pas tout à fait juste. L'âme sœur, telle que je l'ai décrite un jour, ressemble à ce que vous évoquez. Rechercher son âme sœur est une histoire tout à fait irréaliste. Par contre, ce dont je viens de parler est réaliste, c'est le possible. La plupart des éléments qui viennent d'être présentés sont matériels et ils peuvent aussi être spirituels, parce qu'il n'y a pas de différence entre les deux. On peut faire n'importe quoi matériellement, on peut être dans la sensualité, dans la sexualité, dans l'action extérieure, dans l'amour platonique, dans la réflexion philosophique ou poétique. Tout ceci fait partie des choses matérielles. Ce qui importe, c'est l'état d'esprit et l'intention. Par amour et pour l'amour, par liberté et pour la liberté, dans cette résonance. Ceci est l'aspect esprit, c'est la dimension spirituelle. Auditeur. Moi j'ai quelqu'un en tête comme ça. Réponse. Quelqu'un qui existe ? Réponse. Oui, il existe et je me dis que c'est quelqu'un avec qui je peux faire quelque chose, mais juste au niveau de l'intellect. Ce n'est pas quelqu'un qui m'attire forcément, mais je pense qu'on pourrait faire un bout de chemin ensemble et même plein de choses. Réponse. Pour savoir, c'est très simple. Vous pourriez penser à des choses ensemble et partager de belles pensées ensemble. Vous pourriez vous aimer émotionnellement.
Que voulez-vous dire plus précisément? Réponse. Un peu tout, même des enfants? Réponse. Vous pourriez faire des choses ensemble, donc des enfants. C'est l'énergie sexuelle proprement dite, c'est le centre sexuel. C'est partager une belle relation sensuelle, aussi peut-être, et créer quelque chose ensemble. Auditeur. Et même avancer ensemble sur un chemin spirituel. Réponse. Même? Je vois. Auditeur. Mais ça ne colle pas vraiment entre nous, et vous avez dit qu'il ne fallait pas forcer, donc je me demande... Réponse. Attention. Que veut dire ne pas forcer? Moi, à votre place, j'irai voir la personne et je lui dirai ce que vous venez de nous dire. Allez trouver la personne, dites-lui et regardez ce qui se passe. Mais bon, vous êtes plutôt passive, donc vous ne faites pas ce genre de choses, et je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution non plus, mais en tout cas par rapport à votre passivité, c'est au moins une proposition différente. Auditeur. Quand les choses se font naturellement, que c'est facile, que c'est agréable, qu'on a du plaisir à partager intellectuellement une réflexion avec quelqu'un, qu'on aime aller se balader en montagne avec un autre, etc. Est-ce que ça veut dire qu'un travail est possible pour passer à un autre niveau, en veillant toujours à être dans l'acceptation de moi, de mes besoins, de mes mouvements, de ce que j'ai besoin de partager, de laisser à l'autre cette même liberté en acceptant de reconnaître qu'il y a des endroits où peut-être ça ne colle pas, entre nous. Certains niveaux où ça ne fonctionne pas entre le partenaire tel qu'il est et moi tel que je suis. Réponse. Vous avez intérêt à être deux à comprendre la même chose. Sinon, vous ne pourrez rien faire, mais il y a des couples où c'est possible, je crois. Il faut évidemment être deux. Auditeur. Je suis en couple avec quelqu'un qui ne partage pas du tout mon chemin spirituel, alors je me dis que c'est bien aussi de pouvoir, comme les célibataires, trouver avec vous la complémentarité ou l'équilibre que je ne vais pas trouver dans mon couple de ce point de vue-là. Réponse. C'est possible, mais uniquement comme je l'ai décrit. Je veux ressortir d'ici libre et conserver l'amour que j'ai pour vous, mais libre. Auditeur. Ce que vous avez décrit s'applique-t-il à un groupe de personnes? Réponse. Oui. Dans le cadre d'un groupe de personnes qui se réunissent par exemple pour l'étude de la psychoanthropologie, ce peut être une base très intéressante même, puisqu'on y partage certains de ces aspects. Dans ce type de travail de groupe, on peut partager à un haut niveau parce qu'on essaie de comprendre un enseignement spirituel, celui de la psychoanthropologie. On parle de grandes pensées et on peut les partager. On peut aimer la beauté de certains aspects, la beauté de certains chants, de certaines paroles. On peut petit à petit développer une grande acceptation chaleureuse et un amour, une grande amitié, beaucoup d'affection pour les personnes avec qui on fait ce travail. On peut ensemble non pas partager la sexualité ou la sensualité, mais ce qui correspond dans le centre physique à l'incarnation de la volonté dans le centre du mouvement, par la création, par un travail qu'on fait ensemble, et il peut s'agir de tâches simples et ordinaires, le ménage, le jardinage, ou ce peut aussi être toute autre pratique de mouvement faite ensemble. Il n'y a pas besoin de moi pour qu'une résonance de cette nature soit possible dans un tel groupe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas venir faire ce travail ensemble avec l'idée de « tu dois », mais à nouveau avec amour et avec la liberté. Si tu vis au niveau des « il faut »,« tu dois », tu ne peux pas atteindre le niveau nécessaire de liberté, d'amour libre. Mais vous pouvez quand même entrer en résonance avec l'une ou l'autre personne, au moins au niveau de certains centres. C'est aussi la raison pour laquelle, pour nous, le travail avec d'autres est d'une telle importance. Auditeur. Est-ce que la résonance doit être duelle? Réponse, évidemment. Et elle doit être concrète. On ne peut pas entrer en résonance quand on est en relation par correspondance ni à distance. La résonance dont je parle ne peut se faire que lorsqu'on rencontre les gens physiquement. À distance, que ce soit par correspondance ou par Internet, tout cet aspect-là manque et cet aspect est tout à fait essentiel. Auditeur. Mais est-ce que ce doit être simplement duel ou est-ce que l'ensemble des membres d'un groupe doit résonner à un moment donné? Réponse. Il suffit de deux qui soient complémentaires et encore une fois on ne peut pas faire les choses inconsciemment. Il faut qu'il y ait une complicité avec l'autre même dans un groupe. Vous par exemple, il faut que vous soyez en résonance avec une femme et pas de façon inconsciente. Vous devez savoir, et elle aussi, qu'avec cette femme, vous partagez vraiment au niveau intellectuel que vous êtes en résonance. Peut-être qu'avec une autre femme, la résonance est plus émotionnelle. Peut-être qu'avec une autre encore, vous êtes plus dans l'action. Ou bien peut-être avec une, vous êtes dans l'alignement des trois centres. Auditeur. J'ai du mal à comprendre pourquoi il faut nécessairement que ce soit quelqu'un de l'autre sexe. Réponse.
parce que c'est yin et yang, parce qu'il y a le macrocosme et le microcosme, parce qu'il y a l'homme et parce qu'il y a la femme. Même si aujourd'hui on parle de mariage pour tous, ce qui socialement a certainement de bonnes raisons d'être, ceci n'empêchera jamais qu'il faut un autre type de complémentarité homme-femme. Mais comme ce n'est pas nécessairement ni sexuel ni dans tous les centres à la fois, ce n'est pas le plus important. L'homosexualité et la sexualité correspondent seulement à une partie du centre physique. Auditeur. Dans un groupe où il n'y aurait que des femmes ou que des hommes, est-ce que ça se poserait comme un obstacle à la résonance dont vous parlez? Réponse. Évidemment. À l'époque de Gurdjieff, il y avait à Paris un groupe de femmes qui étaient toutes lesbiennes. Des femmes de grande qualité, toutes. Gurdjieff leur a dit un jour « Heureusement que vous m'avez ». C'est la réponse. Auditeur. Je voudrais être sûr de bien comprendre par rapport au centre physique. Réponse. Je pense surtout une chose. Par rapport à tout ce que vous avez pu comprendre de mon entretien jusqu'à cet instant, il est sûr que vous n'avez même pas compris un dixième de ce que j'ai dit, donc surtout ne le transformez pas tout de suite en diarrhée verbale, ne commencez pas à vouloir en parler à votre mari ou à votre compagne, ne commencez pas à vouloir agir tout de suite, parce que tout ce que vous diriez ou feriez ressemblerait surtout à une diarrhée. Vous devez maintenant prendre le temps de digérer ces informations, y réfléchir, les valoriser d'une manière ou d'une autre, avant de pouvoir ensuite et seulement ensuite les appliquer correctement.